L'invité de ce Smart Impact, c'est Guillaume Pellegrin. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue. Vous êtes président fondateur de Tivoli Capital et Newton Offices et puis auteur d'un podcast qui s'appelle Extramuros, qui est devenu un livre. On en parlera ensemble. Mais d'abord, présentez votre métier, votre activité. Tivoli Capital en quelques mots, Newton Offices, tout ça est lié? C'est très lié. Tivoli Capital est un groupe immobilier que j'ai créé en 2012 à Marseille, vraiment pluridisciplinaire. Et au sein de Tivoli Capital, on a créé une marque qui est Newton Offices. C'est notre réponse à l'évolution des bureaux dans le monde, et en tout cas pour nous en France, dans toutes les métropoles françaises où nous sommes, près d'une dizaine, puisque donc cette aventure est née à Marseille et elle s'est déployée entre Lille, Toulouse et à présent en Île-de-France également. Alors, en préparant l'émission, j'ai dit, vous êtes un opérateur d'espace de travail clé en main. Ça veut dire quoi, des bureaux clés en main, en fait? C'est ce que je disais, c'est justement cette réponse qu'on apporte au monde du bureau. Le constat que j'avais fait il y a quelques années, c'est que trop longtemps, en fait, on s'est occupé uniquement de celui qui allait signer le bail, le directeur immobilier, le directeur général, mais pas vraiment de celui qui allait être là tous les jours. Qui allait s'y installer, Voilà. y travailler, Et c'est ça le grand changement qu'on appelait avec le coworking, en tout cas la réponse qu'on a apportée avec Newton Offices, c'est en fait vraiment de réfléchir à l'expérience que va vivre l'utilisateur du quotidien. Et comme il y a eu, vous l'avez bien vu, une crise sanitaire et une révolution du monde du travail, c'est quelque chose qu'on avait lancé avant ça, sans anticiper cette crise, soyons honnêtes, mais vous qui a étiez déjà vraiment un apporté peu dans cette cette réponse. logique d'un bureau de travail un peu hybride, c'est ça, en quelque sorte? Absolument, en fait, il y a eu une révolution de l'espace de travail, mais également une révolution des services et une révolution autour de ce qu'on appelait la communauté ou l'hospitality. On l'avait lancé avant la crise sanitaire. Évidemment, il y a eu une accélération très forte avec l'arrivée du télétravail et des révolutions des façons de travailler. Oui. Qui est quand même aussi un peu en train de se retourner. On a vu notamment, alors d'abord aux États-Unis, mais en France aussi, les grandes banques. Bon, il y a un retour en arrière sur le télétravail. Comment vous parce que quand on se lance dans des projets immobiliers, c'est sur du long terme, voire du très long terme. Et là, on a des changements de pied assez rapides. L'avant-Covid, c'est 2018-2019. Pendant 5 ans, tout le télétravail. 2025, on est en train de se retourner. Comment vous le vivez, ça? On est habitué, c'est le pendule de Newton, justement. Du coup, il y a le retour du balancier. Oui. On est vraiment des spécialistes de l'espace de travail. On a une expérience directe, puisqu'on est propriétaire de 60 000 m² qu'on a développé, comme je vous le disais, sur une dizaine de sites. Et on a vraiment une maîtrise transverse de tous les enjeux immobiliers. Donc, en fait, on arrive à être très réactif par rapport à ces évolutions. Je le disais, il y a besoin de créer des espaces de convivialité, des espaces partagés que l'on avait créés et qui répondent totalement à cet enjeu de crise sanitaire et de télétravail sur lequel on va revenir. Et on est capable également de concevoir les espaces très rapidement, de façon très réactive avec les grands groupes qui ont besoin de nous. D'abord, on leur apporte notre expérience et on leur livre un produit fini. Donc, en fait, on a réussi à être très réactif et accompagner leurs besoins en tant qu'employeur, tout en répondant aux besoins de leurs salariés qui ont évolué. Ça veut dire, j'imagine, plus de modularité. Ça doit être un mot que vous employez aussi souvent. Est-ce que dans la conception de ces immeubles de bureaux, vous avez changé quelque chose pour qu'ils soient plus modulaires, finalement? C'est là où, en étant un peu orgueilleux, on a eu raison un peu avant la crise, c'est qu'on avait déjà proposé des espaces de convivialité, des espaces sociables, de sociabilité. On appelle ça la place du pommier, on peut appeler ça agora ou autre, mais quand je parle d'espaces partagés, c'était ces fameux coworking, l'espace du coworking où on vient travailler ensemble. Ce sont ces espaces qui semblaient perdus, en fait, avant, ou sous-utilisés avant la crise, et qui en réalité s'avèrent essentiels, puisque étant donné qu'on peut travailler depuis la maison et tout seul, pourquoi aller sur un lieu de travail? Et on a bien vu que c'était essentiellement pour cet aspect social, de collaboration, d'entraide, de formation. Il fallait redonner envie d'aller au bureau, en quelque sorte. On voit ça, on voit des entreprises qui organisent des petits déjeuners façon grand hôtel, etc., le vendredi, etc. Il y a quand même cette prise de conscience de la part des entreprises. Est-ce que là, aujourd'hui, vos clients vous disent refais-nous des bureaux à l'ancienne, ou pas, quand même? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Justement, sinon, ils perdent leurs salariés qui vont rester chez eux. D'ici, c'est à l'ancienne. On a bien vu que ça ne marche plus et donc on va rester chez nous. Ou alors aller dans une autre entreprise qui a compris qu'il fallait que ça bouge.
3 éléments en fait. D'abord, c'est l'espace de travail. Il a dû évoluer. Il doit être en effet pensé pour que les gens se croisent, vivent ensemble, se forment. Et on a bien vu que les façons de travailler ont été évoluées. On téléphone quasiment plus, on fait des visios, ou alors on va s'isoler pour passer un coup de fil. Et sinon, quand on travaille en équipe, il faut pouvoir faire des réunions un peu plus qu'avant et avoir, à l'inverse, des temps de silence et de calme pour se concentrer. Donc, il faut penser l'espace de travail pour pouvoir faire tout ça. Le deuxième aspect, ce sont les services qui sont arrivés quand nous, on a créé Newton Offices à Marseille en 2017. Faire du sport, faire du yoga, faire du pilates, et finalement se sentir mieux, en fait. Et le faire ensemble, en plus, en équipe, ça soude au quotidien, et en tout cas, toutes les semaines, nous, on a les programmes dans tous nos immeubles. Et dernier aspect, c'est cet aspect de communauté. Il semblait un peu tarte à la crème avant le Covid. Quand on en parlait, on semblait un peu des doux rêveurs. Et en réalité, quand les employeurs ont eu du mal à faire revenir leurs salariés après le Covid, surtout quand ils avaient, j'allais dire, lâché une politique de télétravail très, très généreuse avec 4 à 5 jours, faites ce que vous voulez, work from anywhere, dans un mauvais français. Justement, c'est ce que vous disiez, quand il faut les faire revenir au boulot, parce qu'en fait, on se rend compte que ça ne marche pas, il faut pouvoir avoir les espaces de travail, une réponse qui soit pertinente. Est-ce que l'enjeu environnemental prend toujours autant de place dans les projets que vous lancez ou que vous avez lancés? De plus en plus, il y a une prise de conscience, et heureusement, non seulement des entreprises, mais surtout de leurs salariés aussi. Et en fait, quand ils viennent dans des espaces Newton Offices, ils viennent chez un opérateur qui est Bicorp, qui est société à mission, et leurs salariés sont fiers de ça, et ça permet pour l'employeur, quand lui n'a pas les moyens, ou n'a pas eu le temps, ou ne peut pas, dans toutes les villes, apporter cette réponse-là, eh bien, il fait un saut qualitatif immédiatement. Nous, on a fait un bilan carbone. La moitié du bilan carbone vient du déplacement de nos clients. Donc, l'enjeu environnemental est essentiel. Il faut que nos immeubles de bureaux soient accessibles en transport en commun ou en mobilité douce. Sinon, on produit énormément de carbone du fait des mobilités. Donc, vous choisissez vos emplacements, pardon de vous interrompre, en fonction de ce critère, notamment, pas seulement, mais notamment. Évidemment, l'immobilier, on dit qu'il y a un critère assez simple qui est l'emplacement, mais l'emplacement devient encore plus essentiel avec ce prisme-là, qui est l'accessibilité avec des mobilités douces, décarbonées en tout cas. Et de toute façon, les jeunes générations ne veulent plus aller trop loin en bagnole. Ils n'ont plus le permis. Mais regardez, vous êtes labellisé Bicorp, vous l'avez dit, vous êtes une société à mission. Ils regardent vraiment ça avant de venir chez vous ? Ils regardent quand même le prix d'abord. Ouais, bon, ok, d'accord. Mais une fois qu'il y a tout ça et qu'ils sentent quand même qu'il y a une âme dans un espace et qu'il y a une sincérité sur ces enjeux-là, que le mobilier a été upcyclé, que la moquette vient de France et pourra être recyclée, et que au quotidien vous croisez qu'une association où, par exemple, on a les Bureaux du Cœur à Marseille, des travailleurs précaires peuvent dormir chez nous. Et on l'accueille dans quelques jours. Quand des associations peuvent venir utiliser nos bureaux le soir une fois qu'ils se vident pour faire du théâtre ou pour faire une écurie de médecine d'enfants des quartiers nord, par exemple à Marseille. C'est pas du pipeau, c'est du très concret et ça se sent. Et c'est pas quelque chose qu'on pensait avoir avant. Ça peut rendre fier de venir bosser là. Exactement. Parlons de ce podcast Extramuros. Vous l'avez lancé il y a quoi, 4 ans, c'est ça? À peu près, oui, avec plus d'une 50aine d'épisodes. Et donc c'est devenu un livre que vous publiez. C'est quoi Extramuros? Extramuros, ça part d'un constat. Moi qui suis marseillais, qui ai vécu à Paris, mais qui écoute beaucoup de podcasts, qui écoute des médias, de très bons médias. Mais parfois, on se dit quand même, il y a un prisme déformant. J'entendais beaucoup parler de Paris, en fait. Un prisme parisien, oui. Et c'était pas très grave, en fait. Plutôt que de s'indigner ou de s'en plaindre, on s'est dit, très bien, il y a une place à prendre et on va montrer qu'il y a de la vitalité, qu'il y a des talents partout. C'est un peu mon histoire personnelle. Et on va montrer que pas uniquement dans les métropoles, même que dans les espaces ruraux, il y a de super entrepreneurs, de très belles ETI, de très belles PME, et voire même des grands groupes qui y viennent. Et ça a donc donné une 50aine d'épisodes. Et c'est vrai qu'ensuite, on s'est dit, tiens, c'est quoi la prochaine étape? Et ça a été ce livre qui a été très agréable à rédiger.
Donc, c'est des expériences de quoi? D'entreprises, d'associations, d'entrepreneurs, hommes ou femmes, dans les régions, c'est ça? Ouais. Et c'est venu dans le cadre d'une réflexion globale de notre raison d'être, accompagner le déploiement de l'économie dans les villes et les territoires. Et on a voulu montrer qu'on pouvait aller bouger vers les régions. Et en plus, c'est venu, une fois de plus, après cette crise sanitaire, où en fait, on a eu envie de respirer, de vivre, même à la campagne. C'est ce qui ressortait dans les sondages. Mais est-ce que c'est vrai? Parce qu'effectivement, il y a eu, on l'a vu sur le marché de l'immobilier, par exemple, des gens qui cherchaient des maisons, des jardins, des balcons, etc. Est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont dit qu'il faut qu'on quitte les très grandes villes et qu'on aille dans des environnements un peu moins agressifs? Oui, clairement. Et on le voit dans ce livre et dans les podcasts. On prend Fago, par exemple, Doctolib, qui sont à Paris, qui ont créé une boîte incroyable, mais qui, en fait, premièrement, se rendent compte qu'ils n'ont plus les mètres carrés pour se déployer. Ensuite, qu'ils ne peuvent même plus recruter les talents pour se déployer parce qu'en fait, il y a une concurrence assez folle. Et puis ensuite, pour vivre. C'est-à-dire que l'immobilier coûte cher. Et donc, on benchmark, on se met ensemble comme ça dans la société. Souvent, si le fondateur est plutôt méditerranéen ou plutôt côte atlantique, il y a un petit biais. Mais très souvent, ils choisissent comme ça ensuite d'aller s'implanter. Et il peut y avoir du coup une sorte de rencontre entre un territoire et une entreprise. Il y a l'exemple de Ledger également qui s'est déployé à Vierzon dans les cryptos, et donc là aussi ils auraient pu aller n'importe où, mais il y a aussi parfois des maires ou des métropoles ou des agences de développement qui sont très très dynamiques et qui attirent du coup ces pépites qui étaient peut-être un peu plus anonymes à Paris et qui viennent trouver des mètres carrés, une vraie qualité de vie, et parfois ont même la surprise d'avoir de vrais talents sur place, aussi bien qu'ailleurs. Merci beaucoup, Guillaume Pellegrin. Donc, cette Extramuros, voilà la version papier de votre podcast à découvrir. On passe, merci, à bientôt. On passe à notre débat, les migrations climatiques en question.